Bonjour à tous, bienvenue au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Dans le cadre du Printemps de la sculpture, je vous invite à découvrir avec moi les œuvres phares de nos collections. Le musée créé par Napoléon III en 1867 est installé dans un ancien château royal construit au Moyen-Âge dès le XIIe siècle. Il a traversé les siècles et a subi nombre de rénovations et son aspect tel que vous le voyez aujourd'hui date de la Renaissance sous François Ier au XVIe siècle. Bon nombre de rois de France y ont habité, notamment le roi Soleil, Louis XIV, qui est né à Saint-Germain-en-Laye. Nous allons parcourir différentes époques ensemble, depuis la lointaine préhistoire jusqu'au début du Moyen-Âge. Les objets se comptent par milliers. Alors je vous propose un choix de sculptures emblématiques de notre musée. Pour cette première visite, nous allons voyager dans le temps, depuis la préhistoire jusqu'à l'âge du bronze. Suivez-moi! Je vous propose de découvrir une première salle, une vraie machine à remonter le temps. Il s'agit de la salle Piette. Elle se trouve en dehors du parcours habituel du musée. Vous pourrez l'explorer uniquement en visite guidée, accompagnée par un conférencier. Cette salle porte le nom d'un pionnier de la préhistoire, Édouard Piette. Monsieur Piette est un juge de paix qui, au XIXe siècle, est passionné par la géologie. Il a investi son argent personnel et son énergie dans la fouille de grottes, notamment dans les Pyrénées entre 1871 et 1897. Il dirige la fouille de 5 grottes, dont les célèbres grottes du Pape à Brassampouille dans les Landes et au Mas d'Asile en Ariège. À la fin de sa vie, il décide de faire une donation au musée de l'ensemble de sa collection. Des milliers d'objets archéologiques sont ainsi cédés au musée. Suivant les conditions de cette donation, l'ensemble est accueilli dans une salle à la mise en scène caractéristique du XIXe siècle. Ainsi, les objets choisis pour y être exposés sont conservés dans les vitrines en bois de chêne que vous pouvez voir actuellement. C'est seulement en 2008 que la salle fut ouverte au public. En entrant dans la salle Piette, vous effectuerez un double voyage. Un voyage dans le monde de la préhistoire, mais aussi à l'époque des premières grandes découvertes de cette jeune discipline scientifique née au XIXe siècle et promise à un avenir certain. Ainsi, nous commençons par le Paléolithique, l'âge de la pierre ancienne. Cette longue période de la préhistoire commence avec l'apparition de l'homme il y a au moins 2,6 millions d'années et s'achève vers 12 500 avant notre ère. L'homme est alors nomade, chasseur, cueilleur et artiste. Nous parlerons ici de la fin du Paléolithique, c'est-à-dire du Paléolithique supérieur daté entre 40 000 et 12 500 avant notre ère. C'est l'époque d'Homo sapiens. Et c'est à cette période que naît la grande aventure artistique. Certaines grottes révèlent des peintures exceptionnelles comme à Chauvet ou à Lascaux. On l'appelle l'art pariétal. Il est immobile. Mais l'art se manifeste aussi sur des petits objets, eux, faciles à transporter. On appelle cette production artistique l'art mobilier. Et la salle Piette expose des merveilles d'art mobilier. Ici, on découvre des objets sculptés, gravés, et l'on comprend ô combien l'artiste du Paléolithique maîtrisait déjà très tôt différentes techniques, tout en maîtrisant aussi parfaitement la matière, telle que l'os, la pierre, l'ivoire ou l'argile. Et les thèmes sont variés, les animaux, les humains, mais aussi des signes géométriques. Un art abstrait, difficile à interpréter encore aujourd'hui. Autrement dit, les objets restent muets. C'est ainsi qu'un premier courant artistique européen se manifeste il y a environ 25 000 ans, depuis l'Oural jusqu'à l'Atlantique. Les hommes produisent des statuettes féminines que les premiers archéologues du XIXe siècle ont appelées Vénus.
Ces figurines féminines sont de petite taille, avec une silhouette comportant des points communs tels que la nudité et la stylisation de la silhouette. Par ailleurs, l'artiste accentue une partie du corps par des formes exagérées et s'écarte des proportions anatomiques réelles. L'artiste utilise la technique de la taille directe pour créer une image en 3 dimensions. Ces sculptures sont ainsi nommées en ronde-bosse, c'est-à-dire que l'on peut tourner tout autour et voir sur chaque face des détails sculptés. Parmi ces figurines féminines, la dame à la capuche est tout à fait unique et exceptionnelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'état actuel de nos connaissances, c'est le plus ancien portrait conservé au monde. Elle date d'au moins 25 000 ans. Il s'agit d'une ronde bosse d'à peine 4 cm de hauteur. L'artiste a pratiqué la taille directe sur un petit morceau d'ivoire provenant d'une défense de mammouth et a associé d'autres techniques. Les yeux ont été perforés, les cheveux ou la coiffe ont été incisés et le visage a été poli, ce qui est tout à fait exceptionnel pour une seule et même sculpture de cette époque. La coiffure, est-ce une coiffure tressée ou est-ce une capuche, présente des incisions verticales profondes et des incisions horizontales plus légères. Admirez comment les traits de ce visage sont simplifiés, stylisés avec élégance. Le cou est long et gracieux, le visage de forme triangulaire, le front est large et enfin le menton pointu. Le nez est long, étroit et aplati. En revanche, la bouche est absente. Quant aux yeux, on perçoit la pupille au niveau de l'œil droit. Malgré le peu de détails, ce visage offre un énigmatique regard. Les traits sont tellement individualisés que l'on peut parler de véritables portraits. Mais qui était-elle ? Édouard Piette, si ému par cette découverte, écrivit « Il semble que ce fut l'amour qui incita le premier sculpteur à ciseler l'ivoire pour représenter la femme aimée. » Mais telle la Mona Lisa de Léonard de Vinci, nous n'en connaîtrons jamais la réponse. Je vous retrouve à présent dans la salle des collections attribuées au néolithique. Cette période de la préhistoire se situe après le paléolithique. Chronologiquement parlant, nous sommes entre 6000 et 3000 avant notre ère. Les conditions climatiques sont beaucoup plus favorables. Des bouleversements fondamentaux caractérisent cette période. Il s'agit de l'invention de l'agriculture et la domestication des animaux. De ce fait, l'abandon d'un mode de vie nomade et la sédentarisation progressive des populations est une des conséquences majeures de ce nouveau mode de vie. D'autres innovations sont également à noter durant le néolithique, comme l'invention de la céramique ou l'apparition de l'outillage en pierre polie. Villages et nécropoles apparaissent, ainsi que les premières grandes architectures de pierre appelées mégalithes. Observons ensemble cette série de statuettes provenant du site archéologique du Fort Arroir en Eure-et-Loir. C'est l'abbé Philippe qui mit au jour une dizaine de statuettes féminines fragmentaires dans les années 1920 sur cet habitat néolithique. Ces statuettes sont datées entre 4500 et 3500 avant notre ère et demeurent très rares en France. Fort Arroir demeure à ce titre exceptionnel. Celle qui est face à vous mesure presque 14 cm de haut sur une épaisseur de 1,5 cm. Elle a été modelée à partir d'un boudin d'argile. Son allure générale, très schématique, est assez sobre.
En effet, elle ne présente ni vêtements ni parure. Grâce à quelques détails, poitrine et hanches larges, on peut l'identifier comme étant une femme. Une cassure observée au niveau du cou semble indiquer qu'elle était pourvue d'une tête, aujourd'hui disparue. Les bras sont quasi absents, s'agissant de courts appendices. La forme est élargie au niveau de la poitrine et des hanches. Deux simples petites boules d'argile créent le volume des seins. Les pieds sont également réduits à l'état d'appendice. Nous ne connaissons pas précisément la signification ni la fonction de ces statuettes. S'agit-il d'un culte de la fécondité ou représente-t-elle un principe de féminité ou de maternité? À l'image des statuettes du Paléolithique, cet objet demeure toujours énigmatique. Cet ensemble, rare en France, est à mettre en lien avec la production des statuettes d'Europe centrale et orientale datées de la même époque, pour lesquelles un véritable monde miniature est créé. Animaux, accessoires de la maison, postures assises des personnages. La production dans ces régions était en revanche beaucoup plus importante. Les sculptures du néolithique sont également produites sur d'autres supports, plus imposants, tels que ces statues menhirs. Cet art se manifeste largement dans le midi de la France, sur les terres du Rouergue, du Languedoc et de Provence. À la fin du néolithique, les artistes utilisent des blocs monolithiques. Ici, il s'agit de grès. Celles-ci sont plus ou moins imposantes et étaient probablement fichées dans la terre. La surface de la pierre est travaillée en taille directe afin de représenter en bas-relief quelques détails significatifs. L'artiste néolithique produit une parfaite ronde-bosse car les différentes faces sont décorées. Elle représente des hommes et des femmes. Leur silhouette épouse les contours du bloc de pierre. Au niveau supérieur se trouve la tête, avec des yeux bien présents. Mais ni la bouche ni les oreilles ne sont figurés. Leur visage attire notre regard. Quelques traits incisés sous les yeux pourraient être interprétés comme du maquillage ou un tatouage. Les personnages portent des vêtements très schématisés. Ainsi, une ceinture est parfaitement reconnaissable. Sous celle-ci, deux bandes verticales peuvent être interprétées comme les pieds ou les tibias. Les personnages étaient sans doute assis. Certains personnages peuvent porter un objet que les archéologues ont encore du mal à définir. Les statues menhirs représentant des femmes offrent en bas-relief des cercles figurant leurs seins. Elles portent généralement un manteau dont on peut lire les plis dans le dos de la statue. Les hommes sont caractérisés par leur baudrier et par la présence d'un poignard, d'une hache marteau ou ce qui semble être une sorte d'emblème de pouvoir. Les statues menhirs ne délivrent pas tous leurs secrets et l'on s'interroge toujours sur leur réelle fonction. Les interprétations sont nombreuses. Ces statues menhirs sont découvertes le plus souvent en dehors de l'habitat, en limite de territoire ou dans des espaces surélevés. Il pourrait ainsi s'agir de marqueurs territoriaux et représenteraient des ancêtres ou les dieux protecteurs du clan. Ces statues menhirs sont autant de témoins matériels de la fin du néolithique du sud-est de la France. Par leur esthétisme particulier, on ne peut que s'interroger sur la mise en place des croyances à cette époque. L'homme prend conscience de son propre pouvoir. Par ailleurs, l'homme va littéralement remodeler le paysage du sud de la France où la déforestation a été très importante au néolithique final, allant jusqu'à faire totalement disparaître la forêt primaire. Enfin, ces statues menhirs illustrent véritablement la notion d'appropriation du territoire, notion caractéristique du néolithique avec l'émergence de la propriété. Le sédentaire occupe sa maison, cultive son terrain, habite son village qu'il protège et enterre ses morts sur son territoire.
explorons ensemble un nouveau département, celui de la période de l'âge du bronze. Nous nous situons après la longue période de la préhistoire et entrons désormais dans la protohistoire. L'âge du bronze se situe entre 2200 et 800 environ avant notre ère. Les hommes continuent à vivre comme au néolithique. Cependant, une innovation vient largement bouleverser le continent européen, la métallurgie du bronze. Avec la création de ces circuits d'échange, obéissant sûrement à une certaine autorité, les métaux étaient fort convoités, ce qui pouvait créer des rivalités, voire des conflits. Certains personnages étaient en position de pouvoir, car il semble qu'ils aient eu le contrôle sur ces réseaux d'échange. Une certaine hiérarchisation de la société s'accentue ainsi avec la domination de ces élites contrôlant les routes, voire les gisements. Mais qu'est-ce qu'un dépôt? Il s'agit d'un ou plusieurs objets de bronze enterrés ou jetés dans des rivières ou des marais. Est-ce ici le signe d'une société instable et en proie à l'insécurité qui motive la création de dépôts? Ces motivations restent bien obscures au regard de l'archéologie. Ces dépôts sont-ils des bagages d'artisans ou de colporteurs itinérants, des trésors appartenant à une collectivité ou à un seul individu, ou des offrandes sacrées? Faute d'archives écrites, il est difficile d'avoir une explication précise. Il est cependant à noter que l'âge du bronze connaît un développement tout à fait singulier de cette pratique avec des centaines de milliers d'objets retrouvés. La masse de métal envisagée donnant parfois le vertige. Ainsi, des artisans se spécialisent dans le travail du bronze, un travail ultra spécialisé dont il est très difficile d'acquérir la maîtrise du feu, de la température, la bonne connaissance de la fusion. L'apprentissage est long et probablement de type initiatique. Les bronziers produisent une grande quantité d'objets utilitaires ou non, souvent pour l'usage des puissants et à dimension très probablement sacrée. Cet alliage est composé de cuivre et d'étain. On peut même y trouver un peu de plomb. Comment procède-t-on? Après avoir extrait le minerai, on le transforme en métal dans un four de réduction à une température d'environ 1000 degrés. Le bronze est sous forme liquide et peut être coulé dans un moule, en pierre, en bronze ou en terre cuite. Le bronze est un matériau très avantageux. Il fond à une température plus basse que le cuivre, il est plus résistant et plus dur que le cuivre. Il est plastique et il est recyclable. On l'utilise notamment pour la parure, les armes, les outils. L'archéologie révèle des ensembles d'objets en bronze dans les tombes, mais aussi au sein de dépôts. Nous nous trouvons justement devant un dépôt présenté au musée, le dépôt de Vaudrevange découvert dans la Sarre, en Allemagne. Il s'agit d'un ensemble qui daterait du 8e siècle avant notre ère. Armes, parures, outils et éléments de harnachement pour le cheval récemment domestiqué, ainsi que des pièces attribuées à un char, constituent le dépôt. Il s'agit d'un exemple de dépôt individuel. Il contient des objets prestigieux ayant appartenu à un guerrier. Les innovations techniques apportées par le travail du bronze sont nombreuses et la sculpture n'échappe pas à la règle. Par exemple, la technique appelée fonte à la cire perdue fut très utilisée. Autour d'un noyau formé d'argile, l'artisan modèle une forme en cire puis l'enveloppe de terre glaise. Cette enveloppe constitue le moule, car ce dernier sera chauffé afin d'évacuer la cire. Dans les espaces laissés vides après l'évacuation de la cire, l'artisan coule le bronze en fusion. Une forme très aboutie en 3 dimensions est ainsi créée. Après avoir enlevé quelques imperfections, l'artisan peut ajouter un décor gravé ou estampé juste avant la phase finale, c'est-à-dire le polissage.
Vous voici de retour dans la cour du château, mais ce n'est pas fini. Rendez-vous dès demain pour découvrir ensemble d'autres œuvres sculptées. Les Gaulois, les Gallo-Romains et les Mérovingiens n'attendent que vous. À demain!